Amazon, c'est sûr qu'il y a des énormes opportunités. Je pense que les dropshippers n'utilisent pas assez. Ça a été super long à setup, mais quand tu tournes sur Amazon, tu tournes. On est passé à 0,69% de taux de litige sur PayPal, alors qu'on était à peu près à 2 en une année. Qu'est-ce qui a changé? Mes top créa méta, c'est les balances sur YouTube, Shorts, etc. Et là, ça cartonne. Tu fais le contraire de moi. On sait ce qui marche nous aujourd'hui sur Facebook Ads, c'est d'appuyer fort là où Google marche fort déjà. Comme tu es Google ou Amazon, tu te bases sur la demande et tu sais qu'il y aura toujours de la demande. Et ça, la plupart des gens ne comprennent pas. Ils veulent être toujours rentables sur Meta toute l'année, pareil. Parfois, on a des résultats que pendant 3 semaines. Et après, boum, ça s'épuise parce qu'on a une saisonnalité. Point. Nouveau podcast aujourd'hui, podcast assez spécial. Ici, on est à Marbella. On est à la fin du mastermind et on a pris un moment pour interviewer, pour faire un podcast avec Tristan. Ici, Tristan qui a un palmarès impressionnant. Il y a 5 ans, c'est vrai que je m'étais lancé au début sur une première start-up. Effectivement, il y a 9 ans, j'avais cherché à faire des vélos électriques, mais pour moi, le e-commerce, j'ai vite abandonné parce que malheureusement, j'ai échoué sur cette première expérience. Après, j'ai ouvert une agence. Et pour te la faire un peu courte, c'était un peu à la mode à l'époque du dropshipping. Il me manquait une corde à mon arc au niveau de l'agence, qui était le SEO. Et je m'étais dit à l'époque, le meilleur moyen d'apprendre le SEO, c'est de vendre. Du coup, c'est là où j'ai créé ma première boutique. Mais c'est quelques années après. Donc en fait, je suis vraiment e-commerçant depuis pas si longtemps que ça. Ça va faire que 3 ans et demi, 4 ans. Bon, le temps passe vite, donc peut-être voilà. J'ai du mal toujours à me mettre d'un point de vue temporalité, mais c'est, je dirais, 4 ans que je suis e-commerçant. Et là, actuellement, tu as plus de 48 000 produits à peu près, 120 boutiques. Donc, c'est impressionnant, plutôt en SEO, SEA. Vous avez dépassé le million de chiffre d'affaires l'année passée déjà. Avec ce modèle-là, c'est un million par mois. Ouais, 1 million par mois, c'est ouais. quelque chose d'impressionnant quand on ne fait pas de Facebook Ads. De faire 1 million comme ça, du coup, c'est une grosse valorisation. Donc, je pense que dans ce podcast, on va parler aussi pas mal de valorisation, d'exit. Parce que tu as toi-même exit une société et tu connais pas mal. Est-ce qu'on peut commencer directement dans le sujet quelle est ta vision par rapport à l'exit est-ce que tu veux déjà partager ce que tu as revendu, tes échecs, etc. Ouais, avec plaisir. Déjà, je peux commencer en fait par revenir un peu sur le début du dropshipping, dans le sens où je reviens 4 ans en arrière. Donc, justement, je monte ma première boutique. Je fais n'importe quoi, forcément, parce que je connais rien. Je suis pas un bon e-commerçant. Je fais du SEO. Je fais des articles de blog, ça fait pas de vente, etc. Mais bizarrement, j'arrive à faire une boutique qui génère du bénéfice. Et j'ai un client, d'ailleurs, qui est un de mes amis aujourd'hui, mais qui m'achète pour 80 000 € ma première boutique après 1 an. Pour moi, c'était incroyable. Je me dis, mais attends, 80 000 €, c'est génial. Je fais un flip sur une première boutique. C'est là où j'ai compris qu'il y avait des opportunités business sur l'achat et la revente de boutiques. C'était il y a longtemps. Je sais pas pourquoi, à ce moment-là, donc c'était à peu près à 4 ans, je me suis pas mis à 100% là-dedans. J'ai essayé de faire des tests, mais vu que j'étais très attaché à mon agence, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas trop développé à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de faire, et ce que je fais, c'est justement du rachat, de la création et de la revente de business en ligne. Voilà. Et donc, vu que j'allais développer une agence, effectivement, j'ai fait une exit de l'agence pour en parler, mais ça ne s'est pas spécialement bien passé, mais du coup, ça m'a appris plein de choses. Et j'ai déjà fait de l'achat et revente, effectivement, de business e-commerce, quoi. Voilà. C'est pour dire en quelques mots, c'est vrai que la communauté un peu des dropshippers, je dirais que c'est une communauté qui cherche à faire des coups et qui ont beaucoup de mal à faire des choses carrées et qui, du coup, ont beaucoup de mal à vendre du coup et à valoriser des actifs. Souvent, même les dropshippers ne vont te parler, à la limite, s'il y a l'achat et revente, que ce qu'on appelle du fonds de commerce. Le fonds de commerce qui est l'actif, qui est le site internet. Mais en fait, tu peux très bien vendre une entreprise. Et là, potentiellement, tu peux avoir une valorisation encore plus élevée. Voilà, donc déjà, il faut dissocier à la fois la vente de l'entreprise et de la vente du fonds de commerce. Fonds de commerce qui est du coup le site e-commerce. Voilà. Je sais pas si… Ouais, c'est très bien. Maintenant, je pense ceux qui regardent le podcast ils vont se dire, OK, combien ça vaut? Là, ils vont essayer d'estimer leur business, leur boutique e-commerce. Donc, on va faire une première projection. OK, quelqu'un a un business e-commerce. Il fait 100 K par mois avec une bonne marge. Donc, annuellement, je sais pas combien il fait, sur à peu près, on va dire 15% de marge. Voilà, ouais. 15% de marge sur du 100 K. C'est pas si ouf que ça, mais… Donc, il fait 15 000 € de bénéfices annuels. Voilà. OK. Et c'est quoi comme marque, du coup? Parce qu'en fait, ça va dépendre de beaucoup de choses. Je peux te donner justement les critères. Voilà, on va une marque en France.
il paye sa TVA. D'accord? S'il paye pas, bon, ça sera un peu plus bas. Bah, mais on va dire- exactement. En fait, c'est ça déjà. Je vais te poser moi, ce que je te propose, Ouais. c'est que je vais te poser des questions sur cette marque et je vais te dire ce qui va influencer ou pas en fonction justement de la valorisation de ce type d'actif. Tu l'as déjà un peu teasé. Déjà, c'est la localisation. Où est-ce qu'est située aujourd'hui l'entreprise? Est-ce qu'elle est en France? Est-ce qu'elle est dans un autre pays d'Europe, mais on va dire un peu moins régulé? Est-ce qu'elle est dans un pays non dans l'Union européenne et qu'elle vend sur le marché de l'Union européenne? Est-ce qu'elle est encore ailleurs? Déjà, ça va avoir déjà ça, rien que ça, un impact. Pourquoi? Parce que forcément, si tu es un site qui vend par exemple sur le marché français, mais tu ne te situes pas en France, déjà, il faut qu'il y ait une explication fiscale pour comprendre pourquoi est-ce que c'est le cas. Il peut y avoir des très bonnes raisons, hein. Il peut y avoir des choses qui permettent de dire que bah oui, c'est normal que la personne vende en France. Mais logiquement, déjà, d'un point de vue fiscal, c'est bizarre. Donc forcément, si tu vas en France et que tu n'as pas une société française, par définition de base, potentiellement, peut y avoir un malus par rapport à une société qui serait en France. Encore une fois, je dis il peut, parce qu'il n'y a pas de règle dans le business. Il y a tout type de deals qui se font, et en réalité, c'est pas parce qu'on te dit quelque chose ou que moi que je vais dire quelque chose pendant ce podcast qu'il faut le prendre en vérité. Dans les règles du business, il n'y a pas de règle. C'est la première chose que vous devez savoir. Il n'y a pas de règle dans le business. Moi, ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est des généralités et qui vont potentiellement évoluer, qui sont peut-être fausses demain. Voilà. Donc, la première chose, effectivement, c'est où est situé le business. Tu m'as dit, bah, France. Voilà, donc c'est ce qu'on va regarder. On va regarder, bien sûr, bah, la marge, hein, tu l'as dit, donc 15 000 euros de bénéfices annuels, c'est ce qui compte. On va regarder le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires a un indicateur. Et on va regarder, bien sûr, s'il est conforme aux règles fiscales. Donc, typiquement, est-ce qu'il paye sa TVA, par exemple, à l'import? Dans ce cas-là, potentiellement, ça peut être légal, hein, si c'est un micro-entrepreneur. Ou est-ce qu'il fait ses déclarations de TVA par l'IOSS et l'OSS, par exemple? Voilà. Donc, ça va avoir de la valeur si déjà, d'un point de vue fiscal, il est en règle. La question après, c'est quelles sont ses sources de trafic? Et déjà, juste quand tu parles des pays et s'il est en règle ou pas, quand tu vends une boutique, en général, tu vends avec l'entreprise ou juste la boutique? Ça dépend. Ça va dépendre du type d'entreprise. Imaginons, tu es un retailer. Ce qu'on appelle aujourd'hui un retailer, ça va être quelqu'un qui va se fournir auprès de grossistes, qui va mettre en stock, qui va revendre. Là, on est sur des business, ça va être très compliqué pour toi de ne pas racheter l'entreprise et de racheter juste le fonds de commerce. Pourquoi? Parce que bah, tu dois racheter la valorisation des stocks. Et donc, le plus simple, c'est que tu as un bilan comptable et donc tout est écrit sur le bilan. Donc, c'est là où tu peux faire un process qu'on appelle M&A, donc d'achat et revente de société. Et donc, tu peux facilement auditer et donc revendre. Dans ce genre de cas, tu vas plutôt acheter l'entreprise. Par contre, si c'est juste une boutique qui est effectivement en dropshipping ou qui va avoir une simplicité au niveau de la logistique et qui ne demande pas spécialement d'employés, là, il est plus intéressant d'acheter le fonds de commerce généralement. Mais encore une fois, ça va dépendre que de l'acheteur et que de la structuration que tu as. Voilà, il y a tout type de deals qui se font. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc, pour continuer sur la partie évaluation du business que tu me proposes, si on va regarder peut-être le critère de l'ancienneté. Ça fait combien de temps qu'il fait 15 000 euros de bénéfices? Est-ce que c'est sa première année ou est-ce qu'il fait 15 000 euros de bénéfices depuis 3 ans? Ça n'aura pas la même valeur en fait. Surtout si c'est en pente ascendante. Admettons qu'il a commencé, il faisait 20, 30K, 50K par mois. Là, on va dire il est à 100K sur sa deuxième année. Ah oui, tu parles en bénéfice mensuel du coup. Okay, mensuel, ouais, mensuel. Donc là, il fait 100K mensuel, 15K de bénéfices mensuels en déduisant les OPEX, donc tous ces bénéfices. Il a du Facebook, Google, ok. Donc, voilà. Si vous devez estimer à peu près combien ça vaut, c'est à peu près 4 fois les bidas et si c'est du recurring, etc. Ça va dépendre vraiment. Effectivement, donc on va regarder l'ancienneté. Donc s'il a au moins 3 bilans, c'est là où potentiellement on va plutôt regarder l'entreprise plutôt que l'actif lui-même. Voilà, et c'est là où effectivement on va commencer à développer des multiples un peu plus élevés. Est-ce que, donc tu m'as parlé de Facebook Ads, tu m'as dit qu'il était en croissance, tu m'as parlé de Google Ads. Quelle est la part Google Ads versus Facebook Ads? Si c'est que du Facebook Ads, c'est trop dépendant de créative et potentiellement du marché, donc c'est un peu plus risqué. Donc potentiellement, le multiple sera plus faible. À l'inverse, si c'est du Google Ads ou du SEO ou de l'email, le multiple va être plus élevé. Voilà. Donc ça, c'est les premières choses déjà qu'on peut en faire en généralité. Et encore une fois, si vous êtes acheteur, bah, c'est logique. Vous n'avez pas envie d'acheter un business qui peut faire des yo-yo. Voilà.
Est-ce que du coup, il a du stock ou est-ce que c'est du full dropshipping? Là, pareil, ça va jouer beaucoup parce que forcément, les avis clients, ça va directement impacter. Si le mec a du stock, forcément, il va avoir logiquement un bon Trustpilot, des bons avis. S'il n'a pas de stock, il va certainement avoir des mauvais avis. Et donc, là-dessus, il y a des valorisations. En règle générale, un business de dropshipping est valorisé plutôt au profit mensuel et non pas à l'EBITDA. L'EBITDA, donc pour ceux qui nous écoutent, c'est la marge nette après bilan. Voilà. Pour simplifier, c'est un peu plus complexe que ça, mais avant impôt. Voilà. Et donc, quand on est sur plutôt un modèle en dropshipping, on va plutôt regarder l'actif et on va plutôt faire un multiple basé sur la mensualité et le bénéfice mensuel, donc les 15 000 euros, fois un multiple. Et donc, généralement, un business en dropshipping, ça va être valorisé 16 jusqu'à 24 fois le profit mensuel. Encore une fois, il n'y a pas de règle, il peut y avoir des exceptions, mais la majorité des deals, surtout après 3 ans où il y a un peu d'ancienneté, vont se situer dans cette fourchette mensuelle. Donc 16 à 24. Donc en fait, par rapport à l'EBITDA, on est très loin encore des 4 que tu as mentionné, on est plutôt à 2 fois l'EBITDA. Ok. Par contre, si tu me dis, ok, ton entreprise, elle tourne, j'ai une marque, je vais avoir du stock, j'ai un employé qui gère, comme ça le repreneur, il a juste acheté la société, tous les process, il y a des gens à l'intérieur qui ont structuré l'entreprise et donc entre guillemets les ventes sont gérées, il a moins de dépendance à soit Facebook Ads, soit à un fournisseur spécifique. C'est là où on va rentrer plutôt dans une valorisation d'entreprise et dans ce cas-là, effectivement, on va se rapprocher plutôt de ce type de valorisation entre 3 et 5 fois les l'EBITDA. Ce qui va varier sur cette valorisation, ça va être le recurring. Ça va être quel est le taux de clients qui viennent racheter. Le plus simple et ce qui est le plus sexy, c'est les abonnements, mais pas que. Pas forcément les abonnements, ça peut être simplement des clients qui reviennent. Typiquement, je sais pas, moi, tu as un business de croquettes pour chat ou chien, tu n'as pas d'abonnement, mais tu sais que les gens, ils reviennent. Tu vois que les gens, ils reviennent depuis 3 ans, ça va être aussi proche que ça. Et donc, dans ce cas-là, on va même être sur des valorisations un peu plus élevées. Aujourd'hui, de toute façon, les acheteurs, quand tu regardes les plateformes de marché, parce que tu as des plateformes de marché où tu peux acheter ton site, comme Flippa, en Europe, petite dédicace à Kevin, il y a Dotmarket, tu vas avoir ce genre de site qui propose des business. Voilà. Tu vas avoir aussi le plus gros qui est acquire.com. Voilà. Mais sur ces plateformes, ce qui est le plus sexy et ce que les gens veulent, c'est pas l'e-commerce. Ça va être des SaaS. Ils veulent des SaaS. Recurring, c'est fort. Ils veulent des SaaS. Tu vas avoir aussi des business Amazon qui sont bien vendus. Voilà. Les gens, ils veulent de moins en moins de dropshipping. Ils veulent beaucoup plus de marques. Et ils sont de moins en moins prêts à payer pour du dropshipping. Quand je t'ai dit valorisation à 16-24 fois le profit mensuel, on est plutôt sur des sites dropshipping qui ont prouvé de l'ancienneté. Si tu viens de balancer depuis 1 an un site de dropshipping et tu as fait un coup, en plus tu l'as fait en Facebook Ads, en réalité, ça ne vaut pas grand-chose. Après, je connais quand même plusieurs personnes qui ont tourné à 500K en 5 mois et qui l'ont vendu 80K. Mais après, ça, c'est des cas exceptionnels et souvent, très souvent, c'était pas racheté par en France, c'était racheté par des Américains, des gens, voilà, c'est que c'est racheté au-dessus du prix du marché. Dans tous les cas, comme je l'ai dit au début, il n'y a pas de règle dans le business. Si tu as pour une bonne raison de racheter un business en dehors des cas qu'on vient de citer, que tu veux, je sais pas moi, faire de la croissance externe, ou tu as un concurrent qui t'énerve et que tu as envie de vite lui prendre, ou alors que c'est complémentaire à ton business et tu sais direct en rachetant cette activité, tu vas avoir un effet de croissance, c'est là où bien sûr tu as tout intérêt, toi en tant que dirigeant, de faire une proposition un peu plus élevée que la moyenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un moment où toi en tant qu'entrepreneur, tu peux être capé. Tu peux être capé et il va soit te manquer des compétences, soit le marché va trop vite pour toi parce que tu fais toujours la même chose et tout simplement, tu as une activité qui marche. Je pense que le piège principal d'un entrepreneur, c'est de faire quelque chose qui marche bien, mais qui n'est pas exceptionnel. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as peut-être peur de quitter ton truc qui marche bien pour potentiellement aller sur une meilleure opportunité qui potentiellement est meilleure que le truc qui marche bien et tu es bloqué du coup. Et la croissance externe peut faire partie de ce genre de solution pour redynamiser, pour soit aller chercher des compétences, soit pour aller ouvrir des marchés, soit pour conquérir un marché. Voilà. Si tu veux par exemple renforcer, tu rachètes un autre concurrent de ta niche pour renforcer ton marché. Au lieu de toi de refaire tout le process, etc., de toi-même créer ton propre concurrent avec le même biais et le même façon de penser, la même vision, même si tu vas aller chercher à faire un peu différent,
racheter un concurrent qui fait peut-être les choses de manière différente de toi te permet peut-être d'aller renforcer ton marché et ta niche. Ça peut être super intéressant. Moi, c'est quelque chose que je fais pas encore, mais qui est prévu dans mes plans. Je vois bien la puissance du rachat externe. Voilà. C'est quelque chose qui est vraiment super intéressant. C'est toi qui m'as emmené sur le sujet, Ouais, mais c'est très intéressant. après, on peut effectivement parler de plein d'autres choses si besoin, quoi. Voilà. Toi, quand tu as commencé à avoir les premières boutiques et avoir eu l'envie d'en avoir, pas si on peut dire le nombre, mais plus d'une cinquantaine, soixantaine, plus de 100 boutiques, c'était quoi la pensée derrière? C'était cette pensée d'avoir des boutiques stables, hors Meta comme source principale d'acquisition pour ensuite avoir de la valo sur énormément de boutiques et les revendre plus tard, ou c'est quoi un peu le fond, Bah, pensée derrière? à la base, à l'époque, le plan, c'est sûr que le dropshipping marche plus du tout aujourd'hui comme avant, mais à l'époque, c'est simple. On lançait une boutique. On va dire qu'en moyenne, on arrivait à ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, hein. Ça a bien changé, mais on faisait 10K de bénéf net mensuel. Donc on s'est dit, bah, ok, sur une niche, on fait ça. Il suffit d'en lancer 100 et on fera un max d'oseille. Bon, ça s'est pas passé vraiment comme ça, parce que forcément, il y a de l'usure, il y a les gens qui sont avertis au dropshipping qui achètent moins et le marché c'est un peu baissé. Donc au final, ça demande beaucoup d'entretien et beaucoup d'efforts pour maintenir le parc. Par contre, à la base, effectivement, Mais en fait, ça marche toujours, juste il faut beaucoup plus d'efforts ça que marche toujours, mais c'est juste qu'effectivement, pour les les meilleurs résultats. valorisations sont un peu à la baisse. C'est un peu, je dirais, une inflation naturelle de ton actif parce qu'il s'use. En fait, ce qui est fou, c'est que avant, tu faisais ton site, tu le mettais à jour, entre guillemets, quand je dis tu faisais une belle refonte et tout, et ton site te durait 3-5 ans. Maintenant, tu fais une belle refonte, tu as l'impression que ton site, après 1 an, 2 ans, il est déjà vieux. C'est ça qui est ouf, en fait, c'est que le marché, il s'est accéléré aussi. Et donc, aussi la dévalorisation des actifs. Peut-être dû au fait aussi de la concurrence. Tu as de la concurrence, tu as le mec qui va te copier, il va faire la même chose que toi et direct ton actif il est divisé par 2. Donc aujourd'hui, je parle pour le dropshipping, hein, parce que quand tu as une marque et tu fais les choses bien et que tu as vraiment créé de la valeur et une vraie entreprise qui tourne, c'est là où par contre tu as une vraie valorisation. C'est pour ça que le dropshipping a tendance à perdre en valorisation et continuera selon moi à perdre en valorisation. Aujourd'hui, il faut arrêter de faire du dropshipping. Bien sûr, comme quand on est comme moi et qu'on a, comme tu l'as dit en début de podcast, 48 000 produits, tu n'as pas le choix, tu es obligé de faire du dropshipping. Mais en tout cas, quand tu fais du dropshipping, il faut essayer de faire les choses bien. Faire les choses bien, c'est avoir un excellent SAV. Par exemple, mettre en place un standard téléphonique, c'est travailler avec ton agent pour qu'il te fasse des packaging, des réductions, des cartes de remerciement. Ça peut être... Il faut améliorer l'expérience même si tu restes en dropshipping en fait. Il n'y a rien de mal à faire du dropshipping. Ce qui est mal aujourd'hui, c'est d'apporter une expérience client de merde. Voilà. Et donc, si tu veux garder de la valorisation, il faut juste que, tout simplement faire les choses bien, en fait. Ça paraît bête, mais les choses bien, ça passe. Déjà, le plus important, c'est la satisfaction clientèle. Et ensuite, si tu veux revendre, ça peut passer aussi par la structuration de ton entreprise. Voilà. C'est quoi vos tips pour avoir une haute satisfaction clientèle? Bah, tu veux moi que je te donne les tips que nous on met en Ce place? qui marche pour vous. Ce qui marche pour nous. Alors, il y a 2 choses qu'on a faites là depuis 1 an qui vraiment a réduit notre taux de litige. On est passé, je peux te donner à peu près. Alors, j'ai une mauvaise mémoire, ça va être à la louche, mais je sais qu'on était aux alentours de 2% de litige sur PayPal. Et ça, je peux te donner le chiffre précis parce que j'ai reçu un mail pour dire vous êtes passé en truc standard parce que votre taux de litige est 2. On est passé à 0,69% de taux de litige sur PayPal, alors qu'on était à peu près à 2 en une année. Qu'est-ce qui a changé? On a mis en place un standard téléphonique, vraiment. Alors forcément, vu qu'on a beaucoup de sites, beaucoup de commandes, c'est compliqué de pouvoir gérer un standard téléphonique de manière efficace. Donc on le fait bien, on le fait sur des tranches horaires faibles. C'est-à-dire que les gens ils peuvent appeler, je crois c'est 9h midi, et genre 14h, 17h, donc c'est juste 5 ou 6 heures dans la journée. On pourrait faire mieux à faire du 7-8 heures, mais ça demande plus d'efforts. Ça permet de baisser notre taux de litige. Le deuxième, c'est qu'on a développé en interne, alors ça c'est parce que bon, on est des devs, on a développé en interne un système de suivi colis. Pourquoi on a fait ça? Il existe plein de logiciels. Tu vas avoir, je peux pas te Trackipal, on citer. utilise Quoi? Trackipal. Trackipal. Nous, on utilisait avant Aftership. Voilà. Et du jour au lendemain, moi, ce qui m'a saoulé, pourquoi est-ce qu'on est passé sur un outil maison? Du jour au lendemain, Aftership a décidé de supprimer les SMS pour l'Europe. Du coup, les clients ne recevaient plus de SMS pour savoir où était leur colis. Alors, ils recevaient toujours un email, mais
c'est beaucoup mieux d'un point de vue expérience client de recevoir un SMS et de savoir où est ton colis. Et donc, on a refait le système un peu à l'aftership avec les SMS, à la différence près qu'on a apporté des améliorations. On y a apporté des améliorations comme le fait de, si la personne, si le colis est bloqué en douane ou reste trop longtemps en transit, on va alerter le client, on va lui dire c'est normal, on est sur le coup, entre guillemets, je ne sais plus exactement ce qu'on dit, mais on va dire en gros, on a contacté le transporteur, c'est pas normal que votre colis mette plus de temps que prévu, mais rassurez-vous, on est dessus, en gros. Je fais un peu le message que ce qu'on dit. Et on envoie quelque chose à chaque étape. Et surtout, ça nous permet surtout de suivre tous les envois facilement de l'ensemble des boutiques au sein d'une seule interface pour voir quel est le délai moyen de shipping de l'agent. Est-ce qu'il n'a pas fait d'oubli? Ça arrive. Aussi, les colis bloqués. Automatiquement, les colis qui sont bloqués parfois en douane ou qui n'arrivent pas, on les voit sur l'outil. Et le SAV rappelle les clients pour s'excuser. On leur file un code promo supplémentaire sur la boutique et on reship le colis avant même que ce soit le client qui se plaint. Donc forcément, on fait ça grâce à notre outil qu'on a développé maison. Parce que du coup, on sait, il y a en gros, pour ceux qui s'intéressent, pour les devs qui nous écouteraient, on se plug à l'API 17Track. 17Track, vous devez connaître. 17Track vendent c'est quoi leur business model. Ils mettent à disposition aux développeurs une API que nous, on paye. On paye cette API et c'est l'API qui va nous envoyer des données de chaque fois les colis. Nous, on va réinterpréter les messages de l'API et en fonction de ce que l'API nous dit, on va classer le colis. Et tu as une 17Track est capable de nous alerter quand il y a un problème sur un colis. Voilà. Et donc ça nous a permis vraiment de réduire notre taux de litige parce que, imaginez, vous êtes un client, vous savez déjà que c'est pénible, vous avez attendu un petit peu votre colis. Vous n'avez pas contacté le support client et c'est le support client qui vous appelle pour vous dire désolé, il y a un souci sur votre colis, on va le réexpédier. C'est énorme. Et on vous file un code promo en plus. Et cette application, elle est publique ou c'est privé? C'est dev application? C'est une application pour nous, non, c'est privé, on ne la met pas à disposition. Et pour nous? Ça se plug aujourd'hui que sur WooCommerce, on n'a pas fait le développement API Shopify. Ça, c'est vraiment Ouais. game changer. Mais vraiment, c'est... Il y a un autre truc, grâce aussi à le système de suivi qu'on a mis. On a fait un classement sur toutes les commandes à plus de 500 €. Toutes les commandes à plus de 500 €, parce que du coup, le problème, c'est qu'on gère plein de boutiques. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Si vous n'avez qu'une seule boutique, c'est facilement gérable. Pour nous, c'est ingérable. On ne peut pas suivre toutes les commandes. Donc, on a fait une interface où on met toutes les commandes qui sont supérieures à 500 €. Toutes les commandes qui sont supérieures à 500 € reçoivent un appel du manager SAV pour confirmer la commande, savoir dans quel cadre, parce que souvent, c'est du B2B, savoir dans quel cadre la personne a commandé, et dans ce cas-là, s'assurer personnellement de la livraison du colis. Parce que quand on a un litige sur une commande à plus de 500 balles, c'est là où ça peut flinguer à la fois ta réputation, avoir un gros litige et perdre beaucoup d'argent. Donc voilà, nous, c'est ce qu'on a mis en place. 2 petites choses, ça paraît pas énorme, mais on a vraiment, j'ai les chiffres, on était à 2% de litige, on est passé à 0,69. C'est énorme. Donc voilà, c'est ce qu'on a mis en place en tout cas. Voilà. Une belle Et vous pépite- faites quoi les gars du coup? Belle pépite de valeur. Nous, déjà, on fait souvent obligatoirement l'email Klaviyo pour assurer les clients basiques. Après un certain jour, il reçoit cet email-là. Ensuite, cet email-là, si c'est un produit qui est consommable, on lui explique déjà comment le produit fonctionne avant même qu'il reçoit le produit. Vidéo tutoriel aussi, si c'est un produit compliqué. À un moment, je vendais un produit high-tech et c'était pas forcément facile à l'utilisation. Dans les emails de confirmation, avant même qu'il reçoive le produit, il voit un tutoriel sur comment utiliser le produit. Comme ça, quand on reçoit le produit, il va pas réfléchir trop longtemps pour comprendre comment utiliser le produit. Mais SMS, en fait, avant, ça fonctionnait avec une autre application et depuis les lois, comment ça s'est arrêté? Pourquoi tu as dû dev l'application? Je sais pas, je pourrais pas t'expliquer. Moi, je sais juste que du jour au lendemain, sur Aftership, c'est disparu. Pourtant, Ok. il y a des règles effectivement à respecter sur le SMS. T'as pas le droit d'envoyer, en tout cas en France, je connais pas pour toute l'Europe, mais je sais qu'en France, t'as pas le droit d'envoyer un dimanche. Ça doit être aussi, si le mec est pas opt-in, ça doit être ce qu'on appelle du transactionnel. Mais un colis, c'est transactionnel. Transactionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lié à une information, lié à une action utilisateur. Et que c'est pas dans le but de faire de la pub ou de faire inciter à un achat. C'est pas le cas. C'est de l'information liée à un colis. C'est suite à une action utilisateur, il a acheté sur ton site, tu as le droit de lui envoyer, sauf le dimanche. C'est tout. Et donc, dans tous les cas, les opérateurs bloquent généralement. Donc, il faut veiller bien si vous envoyez des SMS à faire des flows en dehors du dimanche. Parce qu'il y a moyen que, si vous surtout vous n'utilisez pas un routeur français, il y a moyen que l'SMS part, mais la personne ne le reçoit jamais.
Parce que même si vous voyez que ça a été envoyé. Et parce que si vous envoyez le dimanche, en tout cas, je parle pour la France, je ne sais pas pour les autres pays, mais en France, la plupart des opérateurs, dans tous les cas, bloquent les SMS transactionnels des routeurs le dimanche. Donc, si vous envoyez et vous faites des shoots le dimanche, les gens vont certainement pas le recevoir. Voilà, ça, je vous le dis aussi, hein, ces petits tips, si vous faites Et comment tu peux le SMS, savoir si ça sort bien ou pas? bah, tu peux pas. À moins que tu aies mis un tracker dans le lien et qu'ils ont cliqué, mais tu peux pas savoir. Parce que ton routeur, il va dire qu'il est envoyé, qu'il est reçu, alors qu'il n'a jamais été reçu. C'est ce que font les opérateurs, ils fake, ils font croire qu'ils ont reçu alors qu'ils ne le délivrent même pas. Ouais, comme ça, tu payes. Bah ouais, tu payes. Donc n'envoyez pas les SMS le dimanche, je vous le dis. Ouais. Et tracking, vous envoyez aussi sur WhatsApp, vous faites que SMS. Pour l'instant, on fait que SMS. Le problème, c'est que quand tu as autant de boutiques, un Ouais, ça fait déploiement, vite cher, c'est... ouais. Non, c'est pas un problème de coût. C'est pas un problème de coût. C'est un problème que nous, on est très lent en fait. On est un peu un éléphant. Le problème d'avoir autant de boutiques, c'est que si on se gourre sur un déploiement, tu peux faire crasher tous les sites. Enfin, crasher, un grand mot, mais il faut être sûr que le process qu'on réalise, vu qu'on le déploie partout, en fait, c'est plus du marketing aujourd'hui. Donc, on fait, L'opération. il y a une limite de l'ingénierie dans le sens où Comme Gabriel, après. non, mais parce que quand tu déploies un module, tu dois le déployer sur l'ensemble des sites. Il faut que ça soit compatible, sachant que les sites qu'on réalise aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on réalisait il y a 4 ans. Donc, il y a 4 ans, ils ont ce qu'on appelle de la dette technique. C'est des vieux, ils utilisent des vieux logiciels, des vieux trucs. Donc, il faut être certain à chaque fois que quand on déploie quelque chose, ça marche bien partout. Donc, le problème, c'est que on peut pas faire les cow-boys. Si on fait les cow-boys, on le faisait à l'époque, on avait des check-out où il se manquait enfin voilà, on avait des problèmes sur les check-out ou les emails cassaient. Aujourd'hui, on avance plus lentement, mais on évite les erreurs. C'est un peu ça. Donc WhatsApp, ça fait partie de notre to-do. Là, typiquement, on doit le tester. On a enfin, parce que nous, ce qu'on attend en tant que WhatsApp, ça existe depuis maintenant plusieurs années, l'API WhatsApp. Mais nous, ce qu'on attend, c'est une solution fiable, réplicable et scalable sur l'ensemble de nos boutiques. Et ça vient de sortir qu'il y a 2 mois, en tout cas, nous, sur la techno qu'on utilise. Voilà. Donc, vu que ça date que d'il y a 2 mois, on n'a pas eu le temps encore de les déployer. Voilà. WhatsApp, on en reparlera, mais c'est un outil pour rappeler les paniers abandonnés qui devient super puissant. Toi, c'est les gros ROS, non? Ouais, gros ROS, surtout en Allemagne, beaucoup de personnes utilisent WhatsApp. On a commencé à l'implémenter et là, statistique, Ah bah, c'est Surtout mes qu'on- équipes, si vous écoutez ce podcast, accélérez sur le déploiement du WhatsApp parce que Surtout en Allemagne, comparé aux SMS. Les SMS, on avait à peu près dans tous les pays, mais en Allemagne, les SMS, ça fonctionne pas super top. pas fou, ouais. Même si on a une application un peu pirate, on Ok. utilise YSMS où on peut, Ah oui, tu m'en es parlé. on peut cibler vraiment tous ceux qui viennent dans le checkout. Mais en Allemagne, vraiment, WhatsApp, c'est à faire. Absolument, si. Mais je crois que même tu as des boutiques qui commencent en Allemagne. Bah, moi, aujourd'hui, ouais, l'Allemagne, c'est un marché qui se développe très bien pour nous. Mais encore une fois, WhatsApp, on est lent, il faut vraiment qu'on accélère. Mais j'ai aucun doute que ça marche bien. T'as une idée du prix du token de l'envoi? En France? Ouais, ça change en fonction des pays? Ils ont mis un pricing différent pour tous les pays? Je crois, hein, il me semble. Ça dépend ça dépend des pays, mais c'est un peu plus cher que SMS. Ah oui? Alors que techniquement, ça coûterait? Ouais. Après, c'est combien vous payez combien le SMS? Toi, tu me l'as dit que tu payais cher quand même ton SMS. Nous, on le paye. Pour ceux que ça intéresse, moi, j'utilise Bulkgate. Ça coûte 3 centimes quand vous achetez. C'est dispo Shopify? C'est pas une app, c'est encore un outil pour développeurs. Tu dois le plugger après un truc. Nous, on utilise Bulkgate. Ça coûte, si tu achètes en gros, je crois que c'est 1000 euros. Le gros, hein, ce qu'ils appellent en gros, c'est le maximum, c'est 1000 euros. Et quand tu mets 1000 euros dans leur crédit, t'as genre ton SMS, il est à 3 centimes, un peu plus de 3 centimes. C'est bien moins cher que toutes les solutions Shopify. Mais c'est parce que c'est un routeur en fait. C'est comme toi, tu as un routeur. Pareil pour les emails, nous on n'utilise pas un Klaviyo qui nous coûterait trop cher. On utilise un routeur de développeur. En fait. Donc l'email, on le paye. Je sais plus, je crois qu'on paye. J'ai pas envie de dire de bêtises parce que faudra vérifier, mais on Mais moins utilise. cher que Klaviyo. Ouais, beaucoup moins cher. Je crois qu'on paye 600 euros par mois et qu'on shoot plusieurs centaines de milliers d'emails. Donc on utilise de toute façon ceux qui sont pareil. Mais tu sais que Klaviyo, c'est un dropshipper d'emails. Tu es au courant de ça? Il revend les emails de SendGrid, Ouais, si mais je ils dis pas le de font bien. bêtises. Ils le font Et voilà, bien. ils ont toute une interface, effectivement, Pixel et compagnie, et c'est ça qui. Voilà. Mais c'est des dropshippers quelque part, les Klaviyo. Voilà. Ils te revendent des emails qu'ils rachètent ailleurs. C'est pas eux qui gèrent leur propre routeur. Ils te font par contre toute la gestion des pixels, C'est le meilleur l'interface. Ouais. C'est le meilleur business. Comme Amazon au final. Ouais, c'est vraiment un bon business, Klaviyo.
Toi, t'en penses quoi d'Amazon 2025? Alors, je sais pas, je m'y connais pas assez. Moi, ce que je peux te dire, c'est que justement, Amazon, c'est sûr qu'il y a des énormes opportunités. Je pense que les dropshippers l'utilisent pas assez. Pour te dire, moi, sur ma première startup donc de vélo électrique, donc il y a 9 ans, euh, Amazon nous a, je dirais pas sauvé parce que la boîte dans tous les cas elle est morte, mais tournait bien. Ça a été super long à setup, mais quand tu tournes sur Amazon, tu tournes. Je pense que quand tu as une marque et que tu as un produit qui répond vraiment à un besoin, il faut le dupliquer sur Amazon. Tu as des petites astuces qui sont, je crois, pas autorisées par Amazon, mais qui marchent très bien. C'est potentiellement de mettre le prix un peu plus cher sur Amazon, sur ta boutique moins cher. Les gens, ils voient le produit sur Amazon et ils viennent acheter après dans ta boutique. Ça, c'est pas autorisé. C'est pas autorisé, mais quand tu es une petite marque et que tu fais pas des gros volumes, bon, les crawlers Amazon, ils vont pas venir. Je vous dis pas de le faire, je vous dis juste, vous êtes averti des risques, mais je sais que c'est une stratégie que nous on met en place qui marchait très bien. Voilà, je pense que tout est une question de volume et tout est une question d'abus. Enfin voilà, ou alors tu le mets au même prix mais tu mets un code promo sur ton site, ça c'est autorisé. Ça peut être sinon une autre solution. Voilà. En parlant d'email et juste d'SMS, donc nous là, avec l'application, c'est 12 centimes environ Ouais, 12 centimes. Ouais. pour l'Allemagne. Et Pour l'Allemagne, je sais pas combien c'est ouais, chez Bulky. email, là récemment, j'avais engagé une agence, si on peut appeler ça comme ça, pour me faire refaire tous mes flows, refaire toute une strat d'emailing sur un shop. Et ils sont venus me mettre une pop-up sur bah, toute la boutique. Enfin, quand un client il passe plus de 40 secondes ou autre, il y a une pop-up qui prend l'email pour moins 10 ou 15%. Est-ce que toi tu fais aussi ça? Ouais, ça c'est le truc standard que nous on fait. Je pense pas qu'on qu'on le fasse très bien, mais oui, on a tous les trucs de base. Tu collectes l'email, t'envoies des flows, on a tous les flows de base. Mais les flows, de toute façon, les flows de base, c'est quoi? C'est pour ceux qui nous regardent encore pour essayer d'apporter de la valeur. Pop-up même avant l'achat, je veux dire. Ouais, c'est ça, un pop-up avant l'achat pour collecter. Mais ça, nous on Welcome appelle ça flow. exactement, le welcome flow. Donc ça, c'est le welcome flow. Tu vas avoir forcément le panier abandonné, qui est très standard. Le sunset flow, c'est généralement un flow. Alors, tu as le droit juste d'envoyer un seul email normalement. Bon, après, il y en a qui forcent un peu, mais légalement, c'est juste un seul email pour la désinscription du coup clientèle. Tu vas avoir potentiellement, nous, on rajoute un autre flow qui s'appelle l'upsell flow. Typiquement, si la personne n'a pas pris l'upsell, on va lui proposer en one click l'upsell même s'il n'a pas pris. Donc ça marche super bien. Ça, tu peux le faire sur Klaviyo? Nous, on le fait parce qu'on a un setup, tu sais, déjà, on pourra en parler d'ailleurs. Nous, la plupart de nos boutiques sont pas sur Shopify, elles sont sur WooCommerce, justement pour ce type de flexibilité. Et donc, alors c'est un flow qu'on déploie pas sur l'ensemble de nos boutiques parce que ça demande pas mal d'efforts, mais c'est quelque chose qui peut marcher bien, surtout si tu as un produit en upsell qui marche bien. La personne qui n'a pas pris l'upsell, tu peux encore lui proposer un tarif un peu plus intéressant. Elle clique sur l'email et potentiellement, elle peut être directement prélevée. Mais le jour même. Par exemple, Ou plusieurs semaines plus tard. non, souvent c'est rapide. Ok, Tu lui proposes directement après ou 24 heures après. Vous n'avez pas pris l'offre qu'on vous a proposée lors de son chemin et la personne, tu fais la même chose qu'un upsell. Voulez-vous compléter votre commande? Vous avez encore 24 heures. Justement, l'idée de l'upsell, c'est souvent 24 heures parce que c'est avant que la commande soit shippée pour que ça soit dans le même colis. Voilà. Donc, Et aussi légalement, parce que si tu envoies 2 semaines plus tard, ouais, sinon c'est considéré comme du promotionnel. Dans tous les cas, je pense qu'en empreinte, tu peux pas. L'empreinte, si c'est sur Stripe, je crois, c'est 14 jours. Donc, dans tous les cas, tu peux pas. J'ai pas envie de dire de bêtises là-dessus, mais l'empreinte bancaire, elle est pas instantanée. Sinon, ça va créer un autre plan de paiement. Ouais. Si tu veux update le paiement, je crois que tu as que quelques jours. J'ai pas envie de dire de bêtises. Je sais qu'on l'a déjà fait plusieurs fois, le système d'empreinte, parce que avec l'agence, il y en a certains de nos clients qui nous demandent de créer une empreinte et pas prélever, et prélever après sur Stripe après une empreinte. Je sais qu'on a un délai pour faire ça. Voilà. Tu dis l'agence parce que vous avez une agence qui crée des sites et... Voilà, c'est ça, effectivement. Je me suis pas présenté vraiment, mais bon, là, on parle d'e-commerce, c'est un podcast e-commerce, mais effectivement, j'ai une agence spécialisée sur WooCommerce. C'est aussi pour ça, du coup, forcément, qu'on fait du WooCommerce et qui nous apporte aussi cette flexibilité de pouvoir gérer plein de boutiques. Le fait de, quand on crée un module, on peut le dupliquer en un clic, en copier-coller. Ça nous permet d'aller plus vite là-dessus. Et cette agence-là, tu l'as revendue. Ça s'est pas très bien passé. Voilà. Très brièvement, Ouais, je vais pas rentrer forcément dans le détail parce que je suis pas à la fin, etc. Mais pour la faire courte, j'avais vendu l'agence. Ils ont pas pu, les racheteurs n'ont pas pu me payer ce qu'on appelle un earn-out. Quand tu vends une agence, généralement, tu as un paiement fixe. Après, ce qu'on appelle un earn-out basé sur sur la performance de ton agence. Ils n'ont pas pu me payer un earn-out. Et pour une fine
pour te la faire courte l'histoire, j'ai récupéré le contrôle, mais pas de l'entreprise elle-même. J'ai récupéré ce qu'on appelle la holding qui est au-dessus. Donc, j'ai le contrôle de la holding parce que je suis devenu actionnaire majoritaire, mais du coup, c'est plus vraiment encore à moi l'agence. C'est-à-dire que l'agence, je peux la contrôler parce que je contrôle la holding qui est au-dessus, qui a 100% des parts de mon agence. Mais voilà, parfois ça arrive, ça fait partie du business. En fait, les personnes qui m'ont racheté comptaient vraiment sur une levée de fonds qui n'est jamais arrivée. Voilà, en gros, pour la faire. Et là, au niveau e-commerce, c'est quoi les objectifs actuels? Bah, justement, moi, j'aimerais beaucoup plus me développer sur la partie e-commerce. L'idée, c'est d'aller chercher non plus le scaling massif horizontal avec plein de boutiques, etc. C'est de renforcer les niches. C'est transformer les sites qui sont vraiment purement en dropshipping, qui sont transformables en retail. Ce que je vais appeler retail, c'est des catalogues en stock avec des produits sourcés qui sont peut-être plus difficilement trouvables d'un point de vue de bonne qualité. C'est-à-dire que tu peux trouver les produits sur AliExpress, mais AliExpress, tu as différents types de qualité, différents types d'usines. Donc l'idée, ça va être en transformer ces marques en retail avec une meilleure expérience client, donc avec un meilleur produit, même si potentiellement c'est le même type de produit que tu peux trouver. Tu auras l'impression de trouver le même produit sur AliExpress, ça sera pas le même produit. Ça peut être quelque chose, voilà, imaginons, je dis une connerie, hein, tu vends quelque chose en bambou, sur AliExpress, tu vas avoir un truc qui casse en 2 secondes. Tu commandes chez moi, tu vas avoir quelque chose de beaucoup plus résistant, même si factuellement, d'un point de vue design, ça va être à peu près le même produit. Donc ça, si je travaille là-dessus, donc transformer certaines boutiques en catalogue dropshipping en mode retail, c'est ça l'objectif, et en parallèle développement de marque aussi, tout en en mettant en application ce qu'on a appris grâce au SEA, SEO, qui nous permet d'avoir des compétences souvent que ceux qui font des marques aujourd'hui n'ont pas. Voilà, aujourd'hui tout le monde fonce sur la créative et je pense que le marché a raison parce que c'est quelque chose où tu peux scaler, tu peux faire des très gros chiffres avec des créatives. Mais justement, pour être un peu plus malin ou pour m'en sortir un peu plus, d'aller continuer avec cette expertise et je dirais cette unfair advantage que j'ai, qui est maîtriser vraiment une partie technique spécifique pour aller chercher de l'upselling de qualité, pour aller chercher du SEO de qualité, pour aller chercher une expérience globale utilisateur plus développée que chez mes concurrents qui ont une stack, ce que j'appelle une stack classique, donc le Facebook Ads, le Shopify et voilà les plugins que tout le monde utilise, quoi. Ouais, d'aller chercher un peu quelque chose juste de différent. Ça veut pas forcément dire que j'ai raison et que je fais mieux. Ça veut juste dire que je fais différent, qui me permet d'adresser un marché d'une manière différente. Différent, mais quand même, tu fais une méthode qui est beaucoup plus stable. C'est l'objectif. Moi, j'aime bien la stabilité, exactement. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus stable. Voilà. Intéressant. Et donc, dans tes objectifs, là, justement, c'est de réduire le nombre de boutiques. Pas réduire, je vais pas les supprimer, les boutiques. Focus sur ceux qui... Mais voilà, exactement. C'est d'aller réduire mon spectre de travail pour aller me focuser uniquement sur les sites qui sont scalables. Et il y en a. Il y a des niches qui sont intéressantes parce que je les vois, en fait, qui marchent naturellement mieux en dropshipping. Me focaliser là-dessus, acheter du stock, améliorer les packaging, un peu comme un travail de marque, mais c'est juste que sur un catalogue de plus de 300, 400 produits, tu peux pas faire ça sur chacun des produits, c'est impossible. Ça va te demander des années de travail. Donc l'objectif, c'est devenir ce qu'on appelle un retailer. Un retailer, c'est entre les deux. C'est d'avoir des produits de très bonne qualité, bien packagés, mais d'un côté, tu vas pas révolutionner et faire de l'amélioration de produit. Ouais. Tu vas juste acheter un produit de meilleure qualité. C'est l'usine qui va, elle, faire l'amélioration de qualité. Tu vas faire un partenariat avec l'usine. Tu vas acheter du coup en masse. Donc tu vas avoir des MOQ. Voilà, donc ils vont te demander, par exemple, pour ce produit, tu vas être obligé d'acheter 100 unités, 200 unités si tu veux qu'on l'améliore. Mais c'est pas à toi que revient la partie amélioration. Ça, la différence, c'est que la plupart des gens qu'on voit et lors de ce mastermind, c'est des gens qui ont un produit, qui répondent à une problématique, qui améliorent le produit. Ils ont raison et c'est ce qu'il faut faire. Et moi, je peux pas le faire sur l'ensemble de mes boutiques, c'est pas possible. Voilà. Tu as un point de vue beaucoup plus large. J'ai un point de vue beaucoup plus large. Quand tu as toutes ces boutiques, tu travailles avec un agent, un fournisseur qui s'occupe de tout, ou tu as plusieurs partenaires. Alors, logistique. Pour le moment, on a un seul fournisseur. Okay. À part sur certaines niches spécifiques, on a deux, trois fournisseurs en plus sur certaines niches. Mais à part, c'est vraiment une exception. C'est notre El Famoso Bernardo. Mais on est en train de diversifier, justement parce que c'est trop risqué. Même si il bosse bien. C'est toujours pareil. Il bosse bien par rapport à la quantité de produits qu'il doit gérer. C'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un. On a les mêmes valeurs business, donc forcément,
C'est pas un partenaire du tout qu'on veut excluer. Au contraire, on veut développer le partenariat encore avec Bernard. Par contre, c'est vrai que juste pour tout business sensé, tu veux limiter ton risque, tu veux te diversifier. Ça, c'est juste un move business. Donc, et typiquement, si je veux m'améliorer en marque, je commence à regarder pas que du côté de la Chine. Je suis en train de regarder aussi côté Europe de l'Est sur de la partie usinage. Voilà, typiquement. Pour acheter, pour renforcer d'autres types de produits, ce genre de choses. Ça fait partie des objectifs. Là, en recrutement, justement, je suis en train de staffer vraiment mon équipe beaucoup plus e-commerce que agence. Là, j'ai une responsable de marque qui arrive, justement, pour m'aider à développer vraiment des marques. Donc là, on va travailler sur 3 marques dans un premier temps. Je recrute une alternante créative stratégie, j'en ai déjà une, pour aller justement renforcer le pôle créatif stratégiste. Je suis en train de recruter... Google ou... Non, Facebook Ads. Ok. On fait du Facebook Ads et on est rentable sur Facebook Ads aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui, on le fait un peu en opportuniste. C'est-à-dire qu'on a des niches qui marchent bien en saisonnalité et on va appuyer là-dessus. Quand on voit que Google s'enflamme, on appuie sur Facebook. Ouais. Ça marche bien comme ça aujourd'hui. On n'arrive pas à... On a essayé, on avait fait une marque sur une niche, on avait amélioré les produits, ça n'avait pas marché. Parce que quand tu fais de la marque sur un catalogue, tu perds ce bonus de marque, entre guillemets. Donc aujourd'hui, on sait ce qui marche nous aujourd'hui sur Facebook Ads, c'est d'appuyer fort là où Google marche fort déjà. On vient appuyer sur le champignon, entre guillemets, grâce à Facebook Ads. C'est ça qui marche pour nous aujourd'hui. Il y a un gros désir en ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a de la demande et simplement tu réponds à la demande. Et Exactement. quand il y a de la demande, tu vas montrer sur Facebook, il y aura la même demande. Du coup, C'est exactement ce qu'on fait. que d'aller en saison. C'est exactement ce qu'on fait. Sauf que, on s'aperçoit quand même. En fait, on est tout nouveau sur du SMA. En fait, on n'en fait même pas enfin, je dis correctement. On en faisait, mais c'était fait à l'arrache. Là, aujourd'hui, on a un pôle SMA qu'on est en train de structurer et d'améliorer. Voilà. J'ai un profil junior dans mon équipe, mais, qui a les compétences, je pense, pour justement tirer parti et profit, des apprentissages qu'on réalise. On fait du test and learn et on voit bien que, on a des créatifs qui marchent bien. Peut-être un peu trop tard, qui ont marché en fin de saison, mais c'est pas grave, on les réutilisera l'année prochaine. Vu qu'on est sur des business potentiellement saisonniers, on fera des déclinaisons. Si on sait, voilà, comme ce que tu apprends dans le mastermind, on sait qu'on est sur une type de créatif qui marche bien. L'année prochaine, faut juste pas qu'on se loupe à la saisonnalité et on fera des variations de cette créative qui a bien marché pendant cette temporalité. Nous, on va pas chercher à se battre toute l'année sur Facebook Ads. On va chercher juste à appuyer sur le champignon quand ça marche bien sur Google aussi. Et sur toutes ces boutiques, vous avez, t'as combien de media buyers Google? Alors, on travaille que avec une agence sur Google Ads. Donc, on a un média buyer à temps plein, c'est tout, qui est supervisé par notre ami Johan. Voilà, mais c'est un média buyer qui est dédié pour nous. Voilà, sur la partie Google. Ça, c'est une agence, donc en externe. Et en interne, on a une créative stratégiste. Point, c'est tout. Et on a aussi un responsable e-commerce qui, bien sûr, veille aussi à la rentabilité globale de l'ensemble. Voilà. Et la créative stratégiste, elle arrive à gérer tout là depuis. Elle gère pas tout en fait sur oui, mais sur toutes les boutiques. On appuie là par an en ce moment. On a bien sûr, à part les retargeting, on a des retargeting sur toutes les boutiques Facebook Ads, mais à part les retargeting, je crois qu'on a 4 ou 5 coups de pub qui tournent. Et encore une fois, nous, on n'est pas là à créer de la besoin ou de la demande. Donc, on n'a pas besoin de 10 créatives et 10 adsets. Nous, ce qu'on fait, c'est juste qu'on appuie sur le champignon, encore une fois, d'une demande. Donc, en fait, on est juste là pour dire, en gros, regarde, écoutez, on est là, coucou, c'est nous. Je caricature, mais c'est tout. On est... Parce que tu fais du Google Ads sur Meta, et moi, je fais du Meta Ads et TikTok sur Google. Parce que là, j'utilise le demande gem de Google. Et là, j'ai mis toutes mes top créas Meta. Je les balance sur YouTube, Shorts, etc. Et là, ça cartonne. Et je suis du coup en fait, je fais le contraire. Tu fais le contraire de moi. Voilà. Mais nous, encore une fois, on est débutants en Meta Ads. Moi, j'ai pris une junior. J'ai fait le choix de prendre une junior sur Meta, qui a déjà eu un peu d'expérience sur Meta Ads. Mais comme moi, on apprend en fait. On apprend le métier en cours de route et des résultats. Voilà. Mais c'est drôle. De toute façon, moi, j'ai l'impression que maintenant, les deux plateformes se tendent à... Google surtout se tend à aller sur plus du trafic froid justement et va devenir très gros, et Meta aussi. Je pense que de toute façon, la règle de base pour avoir de la stabilité, c'est de baser sur la demande. Parce que comme tu es Google ou Amazon, tu te bases sur la demande et tu sais qu'il y aura toujours de la demande.
pendant un certain temps donné, c'est en temps de croissance. Donc, c'est pour ça que toi, tu t'es positionné sur du Google SEO, SEA, parce que tu sais qu'il y aura toujours de la demande, du moment à part que c'est la croissance, enfin, la demande chute, mais c'est rare, ascendant. Et c'est pour ça que c'est si dur au niveau de Meta de maintenir la stabilité, parce qu'il y a toujours des saisonnalités. Et sur Meta, quand il y a des saisonnalités, tu le vois. Ça te coûte plus cher, tu as moins bon taux de conversion. Et ça, la plupart des gens ne comprennent pas. Ils veulent être toujours rentables sur Meta toute l'année, pareil. Il faut accepter qu'il y a des moments dans l'année que tu es moins rentable, tu sais pas ce qui se passe, c'est pas t'as changé un truc sur le site, c'est juste la demande. Nous, tu vois, si on se base là, encore une fois, j'ai pas beaucoup d'expérience, ça fait que, moi, comme je l'ai dit, 1 an qu'on fait du Meta Ads et qu'on a des résultats, surtout. Parfois, on a des résultats que pendant 3 semaines. Et après, boum, ça s'épuise parce qu'on a une saisonnalité, point. Mais c'est pas grave, on accepte. On saura l'année prochaine on est rentable de telle date et telle date. Au lieu de dépenser, moi, je sais pas, 200 € par jour ou 300 € par jour, parce que sur ce type de montant, on peut appeler ça que du testing, mais si on est rentable, l'année prochaine, on sera peut-être à 1000 ou 2000. Faut juste qu'on surfe la vague au bon moment. C'est tout. Et très bien, on est fine. Par contre, sur le développement de marque, on fera, dans ce cas-là, les vrais process avec du testing de persona, d'angle marketing, etc. Mais ça, c'est pas grave. On aura le temps d'apprendre. Là, aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est trouver de la renta rapidement. Et pour trouver de la renta rapidement, c'est simple. On appuie sur le champignon quand il faut appuyer sur le champignon. C'est tout. Et ça marche bien. Ouais, voilà. J'ai une question. T'as beaucoup d'équipes. T'as plus de 30 personnes, c'est ça? Alors, ouais, 20 sur l'agence et oui, on peut dire 20 aussi sur la partie e-commerce, mais c'est un peu mélangé. Voilà. Bon, il y a quand même beaucoup d'employés. Comment tu fais pour organiser toutes ces entreprises? Vous travaillez sur quoi comme outil déjà? Alors, je pense pas je suis pas le meilleur, je pense, pour donner des leçons d'organisation. Je sais quand même que tu es très organisé, donc je pense que par rapport à ceux qui regardent le podcast, il y aura de la valeur. Alors, moi déjà, le plus important, c'est que j'ai une comptabilité, par contre, qui est extrêmement carrée. Ma comptabilité, ça, je suis intransigeant, c'est carré de chez carré. Donc, je vais utiliser tous les outils. Typiquement, donc en France, sur la structure en France, j'ai Penny Lane. Penny Lane, c'est un outil qui synchronise avec toutes les API bancaires, tous les straps, tous les machins, qui permet d'avoir ma rentabilité et un bilan calculé en temps réel, l'ensemble des facturations. Donc ça me permet d'avoir. Je parle pas de la comptabilité, je parle pas d'équipe, mais parce que ouais, c'est important. Tu vas comprendre là où je veux en venir. Okay. Parce que d'un point de vue organisationnel, après, chez moi, tout le monde dira, peut-être que mes employés diront que c'est le bordel. Okay. Sauf que, vu que j'ai une comptabilité qui, par contre, est impeccable, ça me permet de prendre les bonnes décisions, malgré que ce soit le bordel, entre guillemets, pour pouvoir gérer les priorités au niveau de mon équipe avec, grâce à la rentabilité en temps réel. Je vais avoir donc ça déjà sur la structure française, une comptabilité en temps réel avec limite un bilan calculé en temps réel. Ça, sur le US, on peut utiliser? Non, Penny Lane, c'est que français. Par contre, moi, j'ai une société aussi en Irlande. On utilise Xero. C'est la même chose. Ouais. Donc, Xero, c'est moins bien que Penny Lane, mais ça permet quand même d'avoir une rentabilité réelle. C'est juste que Xero, ça a été développé il y a plus longtemps, donc c'est un peu moins sympa à utiliser. Ouais. C'est un peu plus old school. Vraiment tout, même les litiges. Ça prend tout, Penny Lane. C'est incroyable. C'est juste, et ta banque, ça prend même des crédits. Enfin, après, t'as besoin d'un comptable qui va te classer sur Penny Lane. T'as besoin d'un comptable. Mais pareil pour Xero. Mais sur Xero, tu vas avoir, c'est moins simple à comprendre et t'as moins de fonctionnalités que sur Penny Lane. Mais si vous êtes aux UK, il y a Xero. Aux US, je sais pas si Xero marche aussi, mais je sais que ça marche aux UK. Marche aussi. Après Xero, je suis un peu moins fan parce que c'est très difficile à lire. Exactement, c'est ça. Ouais, mais voilà, si compréhensible, tu peux potentiellement tout synchroniser sur Xero, c'est possible. Evolute, je crois, tu peux faire tu peux tout mettre sur Xero, c'est à l'équivalent de Penny Lane, c'est juste qu'il y a moins de fonctionnalités sur Xero que sur Penny Lane. Il y a QuickBooks aussi, non? Ouais, mais ça, j'ai jamais utilisé. Ok, moi non plus. En tout cas, déjà, la première chose, c'est comptabilité. Au-delà de ça, j'ai un dashboard centralisé qui centralise l'ensemble de mes boutiques aussi par API, tous les Google Ads, tous les Facebook Ads pour calculer mon MER en temps réel de l'ensemble des boutiques. Enfin, temps réel, c'est 24 heures. Donc, j'ai une rentabilité précise en mettant les coûts fournisseurs. C'est l'équivalent d'un triple whale, sauf que c'est développé maison. Pour avoir ma rentabilité par boutique, par jour, par semaine, par mois, avec le taux dollar actualisé et le coût fournisseur. Donc ça me permet de savoir également sur la partie e-commerce si on est rentable, pas rentable. Et ça, qui pilote, c'est même pas moi, c'est le média buyer et le pôle SMA et le responsable e-commerce. Ils sont 3 à suivre les dashboards en permanence pour savoir qu'on fait pas de la merde niveau rentabilité. Donc ça, pour moi, c'est la base en fait, parce que si tu maîtrises pas ton argent, t'as l'impression parfois peut-être de gagner de l'argent, mais en fait t'en gagnes pas. Donc avoir une comptabilité parfaite, ça marche super bien.
Après, pour répondre à ta question de base, Donc, je résume quand même parce que tu expliques très bien, mais je pense pour certaines personnes, ça doit paraître vraiment compliqué. Donc, ce qui est vraiment important, c'est déjà de suivre au jour le jour le bénéfice que tu fais vraiment avec des outils de tracking C'est et ça. ensuite ton profit and loss aussi de manière très précise avec des outils comme Xero. ça c'est pour avoir la rentabilité au niveau de l'entreprise Voilà. et tu as la rentabilité au niveau de ta boutique. Donc, moi, j'ai un dashboard de suivi au niveau de la boutique, mais la boutique, ça va pas compter tes employés. Ouais, ça Ça va pas compter tes frais de structure, ça va pas compter tes bureaux, ça va pas compter peu importe tous les trucs que tu as annexes. Donc, tu as besoin d'un outil par boutique pour savoir combien tes boutiques rentrent, mais tu as besoin surtout de savoir ton entreprise aussi. Donc, c'est là où les deux sont importants. Et pour ça, pourquoi je combine les deux? J'ai besoin d'une rentabilité en temps réel sur la partie boutique, mais d'une rentabilité en temps réel sur l'entreprise aussi. Voilà. Et donc, vu que, entre guillemets, ça, c'est extrêmement carré chez moi, je peux me permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus souple et de moins perdre mon temps en day-to-day sur les suivis des tickets, des choses. Nous, on utilise Notion. Je pense pas que ça soit l'outil le plus optimisé finalement pour nous. On est peut-être une trop grosse équipe pour utiliser Notion et c'est vite le bordel sur Notion. Donc aujourd'hui, si ça serait à refaire, je n'utiliserais pas Notion. Asana. Je sais pas. Je suis pas expert là-dedans. Des ClickUp, ouais, pas mal pour les grosses équipes. Mais je sais qu'aujourd'hui, on est limité sur Notion. Notion me gave, clairement. Il y a des erreurs exactement. Il y a des erreurs et je pense que même les équipes ont du mal à suivre. Par contre, tous nos process sont quand même là-dessus. Alors, on a processisé tous nos process, par exemple, d'équipe produit, de SAV, tout est sur Notion. Donc ça, effectivement, on est assez carré, mais je me rends compte des limites du système. C'est-à-dire que le e-commerce évolue vite. Et je vois bien que les process qu'on faisait il y a 2 ans, en fait, il y a plein d'erreurs qui se sont glissées entre-temps, qu'on a appris, parce que soit on manquait d'expérience, qui viennent de nous, hein. C'est pas l'erreur des équipes. Les équipes, elles suivent le process. Le problème, c'est pas suivre le process. Le problème, c'est nous, on était moins bons il y a 2 ans. Et donc, forcément, on a glissé des erreurs dans le process. Et en même temps, le e-commerce évolue, il faut se mettre à jour. Donc, en fait, les process qu'on a réalisés, les équipes le suivent, mais c'est souvent, j'allais dire outdated, mais oui, expiré, quoi. Donc, en fait, c'est pas pertinent. Moi, ce que je peux vous dire, si vous voulez apporter de la valeur, parce que je crois que c'est ce que vous voulez dans ce podcast, il y a un truc que moi je fais qui est vraiment pertinent. Ça me paraît rien. Peut-être que mes employés vont dire, ah bah non, c'est peut-être pas assez utile, mais si, c'est vraiment utile. Moi, je le vois depuis que j'ai mis en place ça. Il y a vraiment des choses qui se sont passées. Je mets un point bimensuel sur l'ensemble des pôles. L'idée, c'est pas de fliquer le travail. Bien sûr, c'est de voir ce qui a été produit par les équipes, mais c'est surtout de voir comment toi, tu peux apporter en tant que dirigeant, en tant que manager, peu importe, quelle est la valeur que tu peux apporter au pôle pour les aider dans leur métier. Typiquement, je voyais à quel point, donc j'ai une équipe produit, forcément quand on gère un catalogue aussi gros, on a une équipe produit assez grande, à quel point l'équipe produit est tellement peu sensibilisée aux ads et au SEO. Et depuis, donc là je les forme, en ce moment vraiment au SEO et SEA, alors que c'est même pas leur métier, pour qu'ils comprennent l'impact d'une fiche produit, de comment faire une fiche produit correctement par rapport au SEO et au SEA. Parce que ils respectaient un process qui potentiellement était bien pour le SEO, mais ils comprenaient pas ce qu'ils faisaient et pourquoi ils le faisaient. Donc c'est super important de pouvoir expliquer et comprendre la raison et le bon sens logique qu'il y a derrière de pourquoi est-ce qu'ils font ce process. Et depuis qu'ils le font, ils commencent à prendre des initiatives qui sont pertinentes pour l'entreprise. Pour passer juste du rôle opérateur, entre guillemets, voilà, qui respecte un process de manière simple, à un opérateur plus, que j'appellerais plus, qui est capable de prendre des micro-initiatives qui peut apporter beaucoup plus à ton business. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'équipe produit, mais c'est, par exemple, moi, les plus grosses dingueries que j'ai vues, les plus gros steps, et c'est peut-être aussi lié au fait que j'ai réduit mon taux de litige, c'est sur le SAV. Moi, je fais pas de SAV. Je suis pas expert SAV. Je suis peut-être pas la meilleure personne pour parler de SAV, mais je sais comment l'entreprise fonctionne. Et donc, ça me permet de savoir et de voir les dingueries. Ce que j'appelle une dinguerie, c'est une grosse erreur de l'équipe qui paraît évidente pour toi, en tant que dirigeant, mais qui ne paraît pas évident pour les équipes. Et donc, depuis que j'ai mis mon nez dans le SAV, on a résolu des énormes trucs. Il y a une dinguerie, je vais prendre un exemple très concret. On a donc sur nos niches du fashion, et sur certains produits, on expédie des tailles chinoises, qui sont du coup trop petites. J'ai été étonné de voir, parce que c'est pas moi qui ai set up ce pôle, j'étais étonné de voir que aucun process n'était mis en place, à part juste remplacer et renvoyer une taille, pour changer quelque chose au niveau de l'agent. Donc, ça paraît débile,
Mais quand tu as 48 000 produits, c'est pas si évident. On a mis en place un nouveau process qui est tout simplement, on a fait un petit développement au niveau de l'API. Donc l'API, parce que Bernardo se connecte à nos API pour voir les produits qui sont vendus. On a fait un petit développement pour pouvoir reconfigurer. Imaginons, tu as la taille, donc tu vends une taille L, et en fait tu reçois une taille équivalent M. Donc forcément, ça va être trop petit. Le problème, c'est que si tu pourrais envoyer une taille L et dire à ton agent d'envoyer une taille L directement. Mais le problème de ça, c'est que le client, quand il va recevoir, même si ça lui va, il va voir que ça fait pas la bonne taille, donc il va même pas l'essayer. Il va dire, j'ai pas reçu la bonne taille. Qu'est-ce que tu dois faire, Joe? Eh ben, nous, ouais, mais l'étiquette, ça va coûter trop cher, trop longtemps. Donc, nous, on a mis un petit stickers et on met un petit stickers par-dessus l'étiquette. Pas besoin de remplacer l'étiquette. Ça te coûterait trop cher. Donc, on a juste mis en place un petit stickers qu'on met par-dessus l'étiquette. Et donc, et merci du coup au commerce, parce que ça nous permet du coup de faire ce type de développement. On envoie directement à l'agent. On lui envoie dans l'API, il a écrit taille réelle, par exemple M, to ship L. Donc, il va envoyer un L, il va mettre une étiquette M. Voilà. Ça, c'est le genre de truc, mais que j'ai pu voir que parce que j'ai mis en place mon nez dans le SAV. Les personnes qui contrôlent aussi. Bah non, juste, bah, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, si t'as pas fait d'initiative, en fait, les employés vont pas le faire pour toi. Il y a des personnes à ce niveau-là de nombre de boutiques, personnes qui contrôlent que les SOP soient bien suivis. Bah oui, du coup, maintenant, oui, mais il faut bien mettre à l'initiative de, enfin, aujourd'hui, moi, ce que je n'ai pas, c'est une personne, et je pense que c'est lié à la structuration, qui est à l'initiative de ce genre d'action. À partir du moment où l'action a été mise en place, oui, j'ai quelqu'un qui va vérifier que le travail est bien fait. Qui est mon responsable SAV. Mais faut bien être à l'initiative de ce type de correction. Et ça, si tu mets pas ton nez dans le SAV, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, les clients, en fait, ils recevaient la bonne taille, mais toi, tu shippais 2 fois. Et ils recevaient au bout de, 40 jours. Parce que le temps de faire le ticket, renvoyer, faire le truc, et imagine le temps perdu aux équipes. Et ça, moi, j'appelle ça une dinguerie. C'est une dinguerie. Et ça, c'était pas fait. En fait, si j'avais pas mis mon nez dans le SAV, on aurait continué comme ça. Ouais, moi, j'ai pareil. Bah. Pour beaucoup de choses. Mais pour solutionner ça à long terme, c'est pas juste te dire, toi, tu dois mettre la tête, c'est de mettre l'effort de recruter un responsable SAV qui est encore plus fort que toi, qui détecte encore d'autres types de choses et lui, il supervise. Mais après, ça, c'est une autre histoire. Voilà, après ça, on rentre encore dans un game, c'est d'aller recruter des middle managers, ce genre de choses qui sont assez capés. Moi, je suis pas encore à ce stade-là. En fin de podcast, on a une règle, c'est qu'on donne une dernière value. Donc là, ce que je peux proposer, c'est qu'on donne une value, un insight. Même, on a eu la chance de participer au Mastermind. Du coup, un truc que tu as appris, que tu aimerais repartager ici. Donc, tu as payé une forte somme pour participer ici. Qu'est-ce que tu as appris que tu pourrais repartager maintenant à ceux qui gagnent gratuitement? Bonne question. C'est vrai qu'on avait eu pas mal de choses. Moi, je sais justement que j'ai beaucoup de mal sur la partie process, justement, parce que, comme je l'ai dit, j'ai une bonne structuration au niveau comptable et du coup, forcément, en fait, je me rends pas compte à quel point les OKR, donc les OKR, objectifs qui résultent par employé, sont vraiment si importants. Moi, je n'en ai pas, je le fais un peu au feeling. Je pense qu'aujourd'hui, pour mon entreprise, à mon stade, j'ai besoin de OKR. C'est quelque chose que je rejette et que je mets un peu de côté. C'est compliqué. Mais je sais qu'il faut que je le fasse et donc je vais le faire. Voilà. C'est vraiment à la suite de ça, je me rends compte que dans tous les cas, là, je suis dans une phase d'une restructuration. C'est vraiment le moment opportun pour réaliser ce genre d'action. Je vais mettre en place des OKR. Il faut que je fasse quelque chose de standardisé au niveau de l'agence pour mettre en place un suivi individuel de performance employée. Je le faisais, mais au feeling, pas sur une feuille Excel. Et le problème du feeling, bah, c'est que c'est à l'appréciation de ton employé, quoi. C'est-à-dire que bah parfois il va être content, parfois il va pas être content. Parfois sur ce type d'organisation, il va aimer ce type de management, parfois il va détester. Et donc en fait, le fait d'avoir quelque chose d'assez standardisé au moins, c'est la même chose pour tout le monde. Il n'y a pas de l'impression, parce que moi je fais pas du tout de favoritisme dans mon entreprise, mais les employés peuvent à tort peut-être penser qu'il y a du favoritisme. Le fait de pas avoir la même chose pour tout le monde. Voilà. Et le fait peut-être de standardiser quelque chose au moins, c'est quelque chose d'assez factuel au niveau des OKR. Même si tu fais des OKR différents par personne, au moins tu as les mêmes types de colonnes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, pour répondre à ta question. Toi, Nico? Et moi, j'ai appris pas mal de choses. J'ai même, il y a été énormément de choses, franchement, énorme. On va tourner plusieurs podcasts ici, donc on partagera sur
des podcasts à venir. D'ailleurs, on va faire un truc, je pense que ça peut être intéressant. Nous, on n'est pas le même type de podcast que vous avez l'habitude de voir, c'est qu'ils prennent l'invité une fois et après, voilà. Si, par exemple, ça vous a plu, le podcast avec Tristan, dites-le en commentaire. Et s'il y a vraiment beaucoup de personnes qui disent on reveut un, ben, on s'organisera peut-être sur la prochaine année de se débrouiller pour refaire un podcast B2. Je sais que sur certains podcasts, vous avez apprécié le fait qu'on ait refait avec un invité. Donc, si jamais, dites-le en commentaire. Et tout simplement, on veut un deuxième avec Tristan. Et s'il y a pas mal de personnes, bah, on s'organisera pour refaire une fois un B2, parler d'autres choses avec plus profondeur. En tout cas, ça serait avec plaisir. Merci les gars, en tout cas, pour l'invitation. Super. Et moi, ce que j'ai apprécié là, que Marine a partagé, c'est que vraiment, genre 70% de ces ads, c'est en third party. Ça veut dire, c'est pas des ads sous le nom de Samar. Enfin, la page, c'est pas le nom de Samar. C'est des autres pages, c'est des magazines. C'est du whitelisting. C'est utiliser des acteurs et des créateurs qui postent du contenu et ensuite tu viens le booster en Spark ou simplement le prendre et donner l'accès à la page et tu spends 70% avec ça. C'est bien plus élevé que ce que j'avais en tête. Et bah, il a partagé une petite application pour donner au créateur l'accès whitelist qui s'appelle Leadsy, Leadsi app. Et ça facilite en fait ces créateurs à Pour le whitelist. Et aussi, un point que j'ai mis en place le soir même quand Sophia en a parlé, c'est le recrutement en scrum. C'est en fait de recruter genre 3 personnes en même temps au lieu de recruter juste une personne. Et en gros, tu gagnes 3 fois plus de temps. Si la personne numéro 1 que tu voulais recruter, bah c'était pas la bonne, bah t'en recrutes toi 3 et Tu prends la meilleure. ouais. Ça c'est vraiment Game Changer est sur des vrais travaux. C'est pas un travaux test, un vrai travail qui va, par exemple, t'as plein de créas à faire. Tu les divises en 3 personnes, tu les testes en même temps et tu sais rapidement qui prendre. Ouais. C'est banger. Énorme. Et moi, qu'est-ce que je peux partager très valuable. J'ai appris beaucoup de choses. Donc, un truc vraiment important, et ça, on avait déjà mentionné, et là, je l'ai reappris. Et là, c'est une coach de milliardaire, de millionnaire, qui nous a redit ça. Et je crois que vous en avez déjà parlé dans un podcast. C'est, en fait, ce qui est très important pour réussir, c'est pas l'objectif pour vous fixer, c'est le seuil minimum que vous fixez. C'est-à-dire, je parle en termes de chiffre d'affaires. À place de viser de faire 500K, ou on va dire un truc plus sexy, à place de viser de faire 5 millions, viser et dire, OK, ben moi, si je suis en dessous de 100 KD, je veux 100 000. Et en fait, ça va apporter un autre mécanisme qui va vous permettre de, en fait, une fois que vous êtes en dessous de 100 KD, vous allez tout faire pour revenir à 100 KD. Et en fait, ça va être plus simple de rester à 100 KD que de fixer 5 millions. Donc, en fait, il faut fixer un seuil minimum. Et ça, c'est vraiment game changer. Et ça, pour moi, ça a eu un énorme impact. Dès que j'ai appris cette technique et j'ai fixé, OK, moi, je veux pas faire en dessous de temps, ça va pas. Je ferai tout ce qu'il faut pour m'arrêter. Et c'est vrai qu'en fait, tu restes dans cette zone-là. Et c'est un gros hack que je pourrais partager. Donc voilà, et après j'ai appris beaucoup de choses. On repartagera sur les tests. Et même pendant ce podcast, j'ai appris pas mal de trucs super importants et des grosses pépites, comme comment améliorer l'expérience client. Donc regardez bien cette partie, notez, appliquez. C'était vraiment insane. Donc merci Tristan Merci pour ça. la Au plaisir encore une fois. Donc, merci Tristan, merci Nico. Merci les gars. Mathéo, et si les gens veulent te retrouver, t'es dispo sur Insta, les réseaux. Ouais, Tristan Gatelier, vous pouvez trouver, je suis assez actif sur LinkedIn, Instagram, j'ai aussi une chaîne YouTube, mais bon, avec tous les enjeux que j'ai eu cette année, elle est un petit peu abandonnée, mais je la relancerai à un moment. On mettra dans le lien. Abonnez-vous, voilà, au plaisir. Merci. Merci.